Ok, donc c'est le moment de conclure. C'est le moment de conclure. Déjà, je vais juste conclure ma phrase. Pourquoi l'homme a besoin d'élever sa conscience? Bon, de façon générale, il n'y a que des bonnes raisons, je pense. Mais plus par rapport au contexte, on est dans une époque où notre conscience, notre attention, nos sens sont plus sollicités que jamais. On est dans une époque où la différence entre la réalité tangible et la réalité virtuelle, les frontières ont tendance à aller vers quelque chose de plus en plus flou, et ça va être de plus en plus comme ça. Et ne serait-ce que déjà ces deux raisons, on vit aussi dans une époque très stressante, où on ne prend pas le temps justement de conscientiser les choses. Et je pense que je pourrais un peu continuer comme ça à donner des exemples, mais je crois que tu as capté l'idée. Ouais. Ces raisons-là font que je pense qu'il y a vraiment un besoin en fait humain dont l'homme de façon générale n'a pas forcément trop conscience, justement. Et j'aimerais essayer de trouver des pistes pour, peut-être pas pour y répondre, mais pour ouvrir un questionnement sur le sujet. Ok, Je crois que un débat critique. Voilà, allez, idéalement j'aimerais bien carrément trouver des solutions, mais déjà ne serait-ce qu'ouvrir un dialogue, Ouais. je crois que c'est essentiel. Et personnellement, ça fait partie des choses que j'ai cherché à faire avec ce projet de cabine. C'est ça, ouais. Mais moi je trouve qu'il y a même un lien avec la politique qu'on pourrait faire et avec l'économie. Et plus particulièrement l'économie de l'attention. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qui prédomine, c'est qu'est-ce que les gens vont voir, vont regarder, vont écouter, vont entendre, vont manger, vont percevoir, vont acheter. Complètement. Et cette économie de l'attention est quand même une sorte de milieu fluide où tout le monde baigne constamment. Complètement. Depuis les réseaux sociaux envahis de publicité jusqu'à notre environnement urbain qui est quand même très oppressant, quoi, très accrocheur. Et c'est cette économie de l'attention que peut-être on peut arriver à briser avec des dispositifs comme la black box, où là il n'y a plus rien à voir, donc il y a un relâchement, un lâcher prise. Après, on est quand même sollicité au niveau de notre attention dans la black box, mais c'est l'occasion d'effectuer peut-être une réactualisation de cette attention et de se... Allez, c'est un peu bizarre, mais de se focaliser sur son attention, de prendre conscience de cette attention, parce que, comme tu dis, on baigne tous dans des enjeux d'attention continuellement, attention consciente comme inconsciente. Surtout inconsciente. Surtout inconsciente même. Mais justement, c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas, et c'est peut-être à ce niveau-là que c'est peut-être de ça dont je parle quand je parle d'élévation de la conscience. Qui aurait un lien à faire avec l'inconscient, peut-être. Oui. Okay. Et donc, toi, je crois que tu parlais d'économie de l'attention. Ouais. Tu tiens ça du petit texte que tu m'as fait tourner de Yves Citon, c'est ça? Yves Citon, exactement. Yves Citon. Et alors, j'ai pas lu ce livre, mais je sais qu'il a écrit un livre à la suite du texte dont tu as parlé, qui s'appelle Une écologie de l'attention. Je crois je connais quelqu'un qui travaille dessus en Master 2, je pourrais peut-être essayer de l'interroger par rapport à ça. C'est sympa. Ça pourrait être bien. Sinon, il y a aussi cette artiste qui s'appelle Vito Steyer, qui est une photographe et filmmaker, qui vient de Hongrie, qui est japonaise aussi, et du coup qui écrit des textes très précis sur cette question, et qui présente des vidéos. La dernière vidéo que j'ai vue, c'était Kyle Theater. D'accord. Et c'était une sorte de réflexion sur les différentes possibilités possibles existantes dans l'avenir. Et elle présentait très peu d'images en fait. Et toutes ces images étaient ciblées et choisies. Et à un moment, il y a une mâchoire d'être humain qui est photographiée parce que ça parlait d'un massacre qui a eu en Hongrie. Et en fait, il y a eu des questions du public, et notamment une personne qui avait demandé pourquoi il n'y avait pas de photos du massacre, de photos plus violentes, de corps démembrés ou de squelettes, enfin toutes ces photos qu'on voit habituellement. Et elle a répondu que premièrement, cette mâchoire
aurait très bien pu appartenir à son amie qui était morte durant cette guerre. Et que deuxièmement, c'était aussi pour ne justement pas rentrer dans une économie de l'attention, qui nous montrait que Sylvain Chouard et pas des images plus spectaculaires. Voilà, c'était un peu une sorte de souvenir qui m'était resté. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Enfin, je connais pas cet artiste, mais là, nous, on est dans quelque chose où il n'y a pas de signe, absence totale de signes, en tout cas de signes visuels. Ouais. Et encore, ça reste à relativiser parce que quand je vois par rapport à Belson, aux images de persistance rétinienne, etc., c'est à relativiser. Mais la question de la perception et de l'attention par rapport à l'image, elle est fondamentale. Et de façon indirecte, je pense que ça fait partie des enjeux qu'on propose aussi. C'est se couper de l'image, c'est aussi l'occasion de questionner l'image, de questionner notre rapport à l'image et d'essayer de réactualiser peut-être le rapport justement à l'image. Ouais. Dans un monde de simulacres Oui. Dans lequel on vit. Complètement. Complètement. Je passe à toute autre chose, c'est juste un point que je voulais aborder. Parmi les témoignages qu'on a eus, il y a deux autres points, je crois, là, qui me reviennent. Il y a la question de l'aveugle. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit oui, on se retrouve dans une expérience de l'aveugle. Ça nous permet de mieux comprendre ce que les aveugles vivent. C'est un point. Voilà. Moi, je trouve pas que ce soit le point le plus intéressant. Je trouve que si c'était vraiment ce qu'on aurait voulu faire, on aurait sûrement fait autre chose. On aurait sûrement inclus la notion de déplacement au moins, la notion de toucher aussi. Donc voilà, mais ça fait partie des choses que les gens. Il y a peut-être 2-3 personnes qui m'ont dit ça. C'est suffisant pour être relevé. Ouais. Et la question du rêve aussi. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était comme dans un rêve, qu'ils avaient un petit peu l'impression d'avoir rêvé, qu'ils avaient l'impression d'être dans une autre réalité, un petit peu comme dans un rêve. Voilà. Ouais, je pense qu'autour de la question du rêve, c'est peut-être un peu différent, quoi, parce que dans le rêve, il y a quand même cette notion de condensation et d'inconscient qui rentre en jeu. Ouais. Où en fait, tout ce qu'on a vécu la journée d'avant se mêle aux souvenirs d'enfance. Ça crée des images oui, c'est vrai que c'est oniriques. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, là c'est plus une expérience réelle qui est vécue. Je pense pas qu'il y ait vraiment de lien à faire direct. Je crois que tu as raison. Je crois qu'en plus, ils ont utilisé ce mot parce que c'est le mot qui leur est venu, mais c'est peut-être pas ce qu'ils ont cherché à dire. Mais ils ont quand même cherché à dire quelque chose en choisissant ce mot. Et je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils ont pu vouloir dire. J'ai pas envie de trop spéculer là, d'improviser là-dessus. Mais... Après, au niveau de la question des aveugles, c'est quelque chose de tout à fait différent, quoi, parce que là c'est des situations que beaucoup de gens vivent, de ne pas pouvoir voir, auxquelles il y a des réponses, notamment comme tu as dit au niveau du toucher, du braille ou du sonore avec les cannes qui vont répercuter le son. Ouais, c'est clairement pas ce sur quoi on travaille, quoi. Ouais, c'est différent. C'est juste, je voulais juste en parler parce que ça vient des gens. C'est intéressant aussi. Moi, je me souviens d'une performance que j'avais vue au Quai Théâtre, toujours, où c'était 3 aveugles qui jouaient contre 3 autres aveugles et qui faisaient une sorte de pétanque mélangée au hockey, quoi. Donc, en gros, ils avaient des grelots sur eux et ils pouvaient faire du bruit avec leurs mains, leurs pieds, leur bouche. Et alors, le but, c'était d'envoyer la balle dans le camp adverse et de marquer un but. Et c'était impressionnant à quel point ils se déplaçaient avec rapidité et ils arrivaient à intercepter très souvent les balles, quoi. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, genre un peu de Daredevil, quoi, dans le rapport des aveugles avec l'espace, quoi. Donc voilà. Je pense que ça m'intéresserait de vivre sans la vue. Mais je pense qu'il y a quand même une sorte de perte, en tout cas essentielle. Ah, ça peut être très intéressant de faire ça. Mais je trouve que si on veut vraiment explorer cette piste-là, ça nous mène vers un autre projet. Ouais. Ou vers une continuité du projet, mais c'est pas le projet dans l'état actuel des choses, en tout cas. C'est un projet parallèle, quoi. Alors.
ça peut être un projet qui peut découler de ce projet actuel. Ouais, ou qui frôle un peu cette question, quoi, puisqu'on est quand même là-dedans, dans la perte d'un repère sensoriel. Après, je suis aussi des travaux de Sophie Calle Ouais. qui sont très pertinents là-dessus. Ouais, carrément. Et voilà. Juste par rapport au rêve, bon, du coup, j'ai 1 minute pour y réfléchir. Ouais. Mais je pense que ce que les gens ont voulu chercher à dire, peut-être, c'est qu'ils se sont trouvés dans un état qui n'était pas un état de réalité tel qu'ils le connaissent. Et peut-être que de façon naturelle, les gens opposent la réalité au rêve. Ouais. Réalité Naturellement, virtuelle, réalité rêve. Ouais. Et c'est peut-être davantage ça qu'ils ont cherché à dire, qu'ils avaient un rapport à la réalité qui n'était pas, qui était différent. Un rapport d'immersion, quoi. Enfin, on peut toujours parler des métamorphoses, d'immersion et de sophrosine. La réalité, c'est la sophrosine, le contrôle. L'immersion, c'est le rêve, c'est le lâcher prise, c'est la nuit. C'est quoi la sophrosine? La sophrosine, c'est un mot grec, sophronein. Et c'était le fait d'être libéré des dieux, puisque les dieux pouvaient rentrer en toi et t'habiter, prendre ton corps, possession, être possédé, quoi, par un D'accord. dieu. Et alors, quand on est possédé par un dieu, on est dans l'immersion, quoi, dans le rêve, dans la métamorphose. Et quand ce dieu s'en va, et ben on retrouve la réalité, donc la sophrosine, le contrôle. Et les Grecs savaient que l'état d'immersion, c'était quelque chose dont il fallait se méfier, quoi, parce que c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'ils avaient pratiqué plus la sophrosine comme un acte de volonté, comme une attention constante, que comme un loisir, quoi. Ok, Voilà. très bien. Mais ça, c'est, écoute, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas plus ce dont tu parles que ce que tu viens de dire. Ouais. Mais ça m'intrigue en tout cas. Ça peut être un truc à creuser. Ouais. J'essaie de réfléchir aux autres choses un peu récurrentes. Les gens sont souvent pas impressionnés, aussi impressionnés par le noir qu'on a réussi à obtenir. Le fait que quand ils ouvrent les yeux ou quand ils ferment les yeux, il n'y a pas de différence. Ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi quelquefois. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est relaxant, pour la plupart des gens c'est quand même relaxant. Ouais. Non, je pense qu'on a exploré on a les fait pistes le tour. vers le haut, vers le bas, Voilà. dans toutes les directions. Voilà, ok, cool. Bon, de toute façon on en reparlera. Ok, bah c'est le moment de conclure. C'est le moment de conclure. Voilà. Ouais.